Aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce à conviction numéro 4, donc du rapport des services sociaux du département. Alors, je précise que ça n'a rien à voir après par rapport à ce que j'ai eu à faire aux services sociaux dans le cadre de l'AEMO pendant plus de 6 ans. Ici, en fait, c'est quand, eh bien, effectivement, donc là, je vous invite à reconsulter, eh bien, donc, la vidéo sur la pièce à conviction numéro 1 et 2, voire même la numéro 3, puisque quand ma fille, que j'ai amenée aux urgences suite au sévice, eh bien, donc, il y a une information préoccupante et c'est ce qui déclenche l'intervention des services sociaux, sauf que, en fait, l'intervention n'a eu lieu que 5 mois après les faits et j'ai dû me débrouiller tout seul pendant plus de 5 mois. Mais là, en fait, je vous invite à reconsulter les 3 vidéos précédentes. Alors, j'ai fait exprès ici de mettre le courrier d'accompagnement. Alors pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de familles ne savent pas qu'on a le droit de demander au département le rapport des services sociaux. Moi, je l'ai appris vraiment par hasard et je me suis battu après plusieurs courriers à avoir ce rapport. Alors pourquoi ils n'ont pas voulu dans un premier temps me le communiquer? Parce que ici, en fait, effectivement, ce rapport est tellement accablant pour mon ex-conjointe, eh bien qu'ils n'ont pas voulu me le communiquer pour qu'éventuellement, au titre du JAF, je puisse le présenter. Et vous verrez que j'ai fait exprès de montrer les pages concernant mon ex-conjointe, elles sont blanches. Ils ont tout enlevé par rapport à mon ex-conjointe. Donc là, ici, eh bien, effectivement, il y a un petit rappel par rapport à mon histoire avec mon ex-conjointe. Donc là, je vous réinvite à consulter les différentes chroniques audio, donc pour l'instant de mes différents chapitres du livre. Et effectivement, donc là, ben, je vais, au début, je rappelle toute l'emprise pendant plus de 10 ans que j'ai subi au niveau de mon ex-conjointe. Et quand j'ai pu m'enfuir, eh bien, c'est ma fille qui a pris ma place. Et ma fille, à cette époque, avait 5 ans. Et avant donc de pouvoir m'enfuir, donc je suis arrivé à me séparer de mon ex-conjointe. Et en fait, on a cru bien faire, puisque moi je suis travailleur indépendant, donc enfin, c'est impossible pour moi de trouver un loyer. Et il se trouve qu'on a une relation commune qui habitait en dessous de chez mon ex-conjointe, qui a bien voulu me louer son appartement. Et ça a été la plus grosse erreur que j'ai faite, puisque on croyait bien faire pour ma fille. Sauf que moi, pendant plus de 2 ans, de 2013 à 2015, avant que je puisse m'enfuir, eh bien, j'ai été harcelé par mon ex-conjointe, puisqu'elle était en arrêt maladie. Et moi, je travaillais chez moi et tous les jours, elle venait au moins 10 fois par jour pour tout et n'importe quoi, pour venir me déranger. Et sincèrement, j'en ai perdu mes moyens, mais à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer, à prendre des antidépresseurs et des somnifères, mais très très importants. Je fermais même les fenêtres, les volets pour lui faire croire que j'étais parti. Je travaillais donc dans le noir chez moi. Je rangeais mon vélo pour lui faire croire que j'étais parti la semaine pour pas que elle me dérange. Et en fait, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ma fille à cette époque, je l'ai su qu'après, beaucoup plus tard, quand sa mère l'a tapée, elle me disait, ben, je vais aller voir papa pour lui dire. Et en fait, elle fermait le verrou pour l'empêcher donc de venir chez moi, puisque ma fille était tout le temps fourrée chez moi, alors que on était en garde alternée, mais on va dire à l'amiable à l'époque. Et en fait, eh bien, voilà, ma fille donc, eh bien, euh, me le disait, mais je ne pouvais pas le prouver. Et ce qui s'est passé, en fait, après, donc, alors tout ça, après, je vous invite vraiment à consulter mon livre qui sera publié
en juin, et les différentes chroniques audio que je publie tous les dimanches sur YouTube et sur Spotify à 20h, qui reprend donc des résumés des chapitres, hein. Donc là, ça sera donc le quatrième de dimanche, hein. Donc là, c'est à peu près donc le quatrième chapitre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pu m'enfuir donc de cette région en 2015. Et en fait, donc là, je fais vraiment court, hein. Je me suis battu comme un fou professionnellement pour pouvoir revenir dans cette région, pour essayer de négocier une garde alternée avec mon ex-conjointe, puisque à cette époque, eh bien, il y avait donc des conventions parentales qu'on pouvait négocier. J'ai accepté toutes les conditions de mon ex-conjointe, même de lui verser 250 euros par mois alors que on était en garde alternée. J'ai tout accepté en termes de planning. Moi, ce qui m'importait, c'était que ma fille soit en sécurité au moins une semaine sur deux. Et donc, cette convention a été homologuée. Et ici, en fait, hein, voilà, donc là, ça rappelle eh bien, la pièce à conviction numéro 1 et numéro 2, hein, c'est quand j'ai constaté que ma fille avait un nez gonflé. Et quand je l'ai récupéré de l'école et que ma fille a dit que c'était sa mère qui l'avait tapé. Donc là, ça reprend le résumé donc, de la pièce à conviction numéro 2. Et donc là, ma fille a été auditionnée par le service du département en entretien individuel. Et là, en fait, eh bien, effectivement, par rapport à tous ces événements. Alors, je vous rappelle ça parce que vous allez voir les conclusions, c'est complètement aberrant. Donc là, elle confirme hein, que, eh bien, elle ne veut plus voir sa maman. Et effectivement, donc là, ça reprend bien les scènes, hein, parce que moi, dans la pièce à conviction numéro 2, je n'ai pas présenté ma fille à sa maman pendant 4 mois, puisque, en fait, hein, alors qu'on venait juste d'être en garde alternée, pour protéger ma fille, en attendant donc le jugement du JAF par rapport donc aux sévices que ma fille avait subis. Et en fait, ma fille faisait que des crises d'angoisse, elle a fait des crises de titanie. Enfin, elle dormait plus la nuit, elle pleurait à l'école. Enfin, quand vous avez ça tous les jours pendant plus de 4 mois, je peux vous assurer que ce n'est pas neutre. Et en plus donc des sévices que ma fille subissait, eh bien, et c'est là aussi, hein, ça sera aussi une de mes luttes hein, par rapport au livre hein, que je vais publier. Donc en plus donc de me battre pour tout ce qui concerne les hommes battus, les dysfonctionnements de la justice, dysfonctionnements des services sociaux, je veux aussi dénoncer le harcèlement scolaire, hein, puisque ma fille en fait était dyslexique et avait une dysorthrophie, et ça avait été détecté dès la maternelle hein, par la PMI. Sauf que cette petite école, en fait, publique, faisait maternelle et primaire. Et donc, la classe de maternelle a été la même quasiment jusqu'à la maternelle. Et en fait, ma fille a été harcelée donc de la maternelle jusqu'à la primaire. Et moi, en fait, hein, moi je l'ai constaté euh, très tôt, hein, puisque moi je faisais toutes les sorties scolaires. Et quand je me suis enfui d'une autre région, j'avais promis à ma fille de toujours être présente pour elle. Je n'ai pas loupé une seule sortie d'école, sauf que c'est là où je voyais tous ces dysfonctionnements, puisque en fait, à chaque fois que je faisais sortie d'école, ma fille, je la voyais tout le temps en pleurs et je ne comprenais pas. Et en fait, elle était vraiment rejetée, elle était toute seule à la récréation, entre midi et deux sur les marches, elle faisait que pleurer. Et quand j'en parlais donc aux instituteurs et institutrices, eh bien en fait, eh bien, ils me disaient oh, eh bien il faut les laisser se débrouiller entre eux, c'est des histoires de gamins. C'est vraiment très très dur à entendre, et je me suis plaint plusieurs fois auprès de l'inspection académique, hein. J'ai envoyé plusieurs courriers. Et effectivement, moi j'en ai profité au cours de cette évaluation sociale eh bien, pour vraiment dire toute ma colère par rapport à tout ce que j'ai rencontré, hein. Enfin, parce que moi j'avais jamais eu affaire à toutes ces institutions, et j'avais vraiment confiance hein, moi, par rapport donc à la justice, les services sociaux, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que enfin, enfin, c'est dur. Enfin, sincèrement, c'est dur de ne pas du tout être accompagné. Je me suis retrouvé tout seul avec aucun soutien.
et bien sûr tout mon entourage aussi a fermé les yeux, puisque une de mes meilleures amies me dit, ben ta vie elle dérange, puisque effectivement c'est jamais très plaisant quand on invite quelqu'un, quand on sait que eh bien, son enfant est battu, qu'il y a les services sociaux, enfin voilà, c'est pas une soirée très sympa. Et donc moi je me suis retrouvé complètement dépassé. J'étais épuisé psychologiquement et physiquement. J'ai eu de gros problèmes de santé 2018-2019. Et c'est là où, en fait, comme je le dis dans mon livre, hein, c'est le début de la chute. Puisque financièrement j'ai tout financé au niveau des frais médicaux de ma fille. Parce qu'en fait, ma fille suivait un psychologue 3 fois par mois. Et à 50 euros de l'heure, c'est pas remboursé. Je vous dis, voilà, ça va très très vite. Et moi, j'ai pas pu travailler pendant plus de 6 mois. Et comme je suis travailleur indépendant, je n'ai droit à rien. Et bien, toutes mes économies sont passées pour donc essayer de faire tampon pour payer toutes mes charges. Et donc, du coup, je suis allé au Resto du Cœur, au Secours Populaire, au CCAS. euh, et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment très très dur parce que financièrement, je vais bientôt avoir 60 ans et je sais que je n'aurai aucune retraite. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que ma fille passe avant tout. Sauf que ma fille aujourd'hui va faire des études supérieures et ça va être très très dur pour pouvoir l'aider. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que, eh bien, en fait, Euh, j'ai eu aucune information concernant, alors que je savais hein, enfin, les faits accablants pour mon ex-conjointe, et bien en fait, je n'ai eu aucune information pour pas pouvoir les présenter au JAF. Et voilà, donc là, ma fille eh bien, a exprimé, je dirais, ben, sa lassitude hein, sur toutes ces interrogatoires qu'elle a pu avoir donc, auprès de l'inspecteur de police, hein. Donc là, je vous invite vraiment à reconsulter donc, la pièce à conviction numéro 2 et toutes ces expertises psychologiques et tous ces entretiens. À cette époque, elle avait 10 ans et croyez-moi qu'à 10 ans, enfin, voilà, c'est absolument anormal d'être confronté à tout ça. Voilà, et donc là, en fait, hein, vous voyez, ça, voilà, ça rappelle eh bien, tout ce qu'elle a subi au niveau de sa scolarité donc du primaire. Et je remercierai jamais assez. Hein, donc effectivement, ben, pourtant, c'est pas du tout mon éducation, l'école privée. Moi, je n'ai pas du tout évolué dans ce monde-là, mais force est de reconnaître que quand on a mis ma fille en sixième dans une école privée, eh bien, c'est ce qui l'a sauvée, puisqu'aujourd'hui, ma fille travaille très 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 bien à l'école. Enfin, elle s'est battue, on s'est battu pour essayer de rattraper le retard, puisque le retard était très important entre la sixième et la cinquième. On a refait tout le programme scolaire ensemble et elle s'est accrochée. Et maintenant, eh bien, sincèrement, je suis vraiment très très fier d'elle. C'est vraiment, elle travaille très très bien à l'école et normalement, elle va faire des études supérieures assez brillantes, mais j'en veux beaucoup à l'inspection académique, hein, puisque j'ai envoyé donc plein de courriers. Et quand ils ont appris que j'avais les services sociaux, eh bien en fait, il y a quelqu'un qui est venu 1 heure en classe pour dire ce que c'était le harcèlement scolaire, et c'est tout. Voilà. Et après, on était revenu à la case départ. C'était en 2019 et il s'est passé absolument rien. Voilà, donc là, moi, voilà, donc moi j'ai toujours continué. Alors, c'est là aussi hein, pourquoi en fait, à la fin, je dis bien à la fin de plus de 20 ans de lutte, on a pu s'en sortir. Parce que en fait, eh bien, j'ai écrit énormément de courriers. Enfin, euh, aux services sociaux, vous verrez, enfin, je vous montrerai toutes les autres pièces à conviction, au parquet, à l'IGAS, ce genre de choses. Mais c'est parce que je suis travailleur indépendant et que j'avais le temps. Alors, ce temps, je l'ai pris au détriment de mon activité professionnelle, mais je me dis, mais comment font des familles qui sont salariées? C'est impossible de pouvoir s'en sortir euh, si, eh bien, à côté, on n'a pas du temps ou prendre du temps au détriment d'autres choses. Et les conclusions donc des services sociaux,
Alors là, c'est le pompon, voilà. Donc eux, en fait, ils ont botté en touche. Voilà, alors qu'ils avaient eux, ils avaient les documents de l'UAED, les 15 jours d'ITT, l'information préoccupante, le certificat médical du nez d'hémacier. Et bien non. En fait, ils savent pas si éventuellement c'est une manipulation de ma part. Euh, et en fait, et là aussi ça a été dur, parce que mon ex-conjointe m'a accusé de relations incestueuses, hein, le fait que je ne sois pas le papa biologique de ma fille, puisque ma fille est née après 5 PMA et 3 FIV. Et en fait, ça m'a suivi toutes les autres années. Vous verrez enfin, ce que m'a fait subir les services sociaux dans le cadre de l'AMO par rapport à ça. Euh, J'en parlerai. Enfin, c'était comme si j'avais été en garde à vue. J'ai eu quasiment plus de 15 entretiens sur 6 ans. Enfin, et au niveau de la maltraitance psychologique, c'est horrible. On se remet jamais, je me remettrai jamais hein, de ce que m'a fait subir alors mon ex-conjointe, les services sociaux et la justice. D'ailleurs, j'ai créé aussi, je pense, pas mal d'articles sur la violence psychologique, mais les effets invisibles, puisque moi je pense que jusqu'à la fin de ma vie, tout ce qui est post-traumatique, je l'aurai toute ma vie. Mais ça a été horrible. Mon ex-conjointe a tout fait éventuellement pour essayer ce que j'aille en prison, hein, on va dire les mots. Enfin, sincèrement, ça fait froid dans le dos. Et donc du coup, donc ce document a été remis au JAF et je vous dirais ben justement la prochaine pièce à conviction, ça sera justement la décision du JAF en 2019 ben, par rapport donc à tous ces documents. Donc voilà, donc pour moi en fait, hein, effectivement, eh bien, c'est pour ça hein, que je me bats. Je veux pas que ces 20 années que j'ai passées servent à rien. Je veux que eh bien, ça puisse servir pour d'autres et je veux aussi me témoigner pour toute cette justice mais qui malheureusement n'a que la justice que le nom en fait. Hein. Enfin, comme je dis dans mon livre, eh bien, la justice préférera toujours l'injustice au désordre. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux. J'ai une formation juridique et comptable. Je suis dans mon compte depuis plus de 30 ans. Je suis vraiment dans les clous pour tout. Et je ne suis pas quelqu'un, moi, on va dire à la base, hein, quelqu'un de révolutionnaire. Hein. Mais malheureusement, force est de constater qu'on le devient euh, quand on est confronté et bien, vraiment à un dysfonctionnement, mais qu'on ne peut pas s'imaginer, alors que normalement, moi j'avais vraiment foi aux institutions, parce que je me suis dit quand même avec tout ce que je présente, et vous verrez les prochaines pièces à conviction et chroniques audio, euh, parce que j'ai pu désavouer la justice et les services sociaux, mais à un, à un prix euh, personnel, professionnel et financier incroyable. Mais bon, l'essentiel c'est que ma fille aujourd'hui soit heureuse. Mais c'est dur. Et tout le monde qui est confronté au même cas que moi n'a pas éventuellement la chance d'avoir du temps pour se battre, pour faire tous ces courriers. Parce que même quand on reçoit toutes ces convocations au niveau des services sociaux, moi je les reçois dans ma boîte aux lettres et j'ai besoin de m'absenter, je le justifie à personne, mais je me dis tous les salariés qui doivent présenter les convocations des services sociaux à leur employeur, mais comment ils font parce que quelle est la réaction après, je me doute de la réaction des employeurs, ça doit être terrible. Voilà, donc si vous souhaitez me soutenir vraiment dans ce combat pour que, et bien après, effectivement, derrière, on soit beaucoup plus fort, hein, pour que éventuellement j'ai de la visibilité pour éventuellement pour avoir une voix qui porte, et bien voilà, vous pouvez donc écouter tous les enregistrements sur Spotify. Vous pouvez liker, commenter, partager au plus grand nombre hein, si vous le souhaitez.
et voir tous mes articles parce qu'après sur mon blog je vais traiter vraiment des sujets de fond sur le blog axelrivage.fr. Merci, merci pour votre soutien.